Bien le bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cet épisode consacré à un film indien. Enfin je vais parler de ce pays, et avec grand plaisir parce qu'en plus c'est un pays qui est déjà un très grand producteur de films. C'est un pays prolifique en nombre de productions et aussi en nombre de grands films et de films majestueux. À peu près toutes les décennies contiennent, je pense, beaucoup de grands films indiens depuis que on fait des films à partir des années allez, 50, je dirais, je trouve. Hein. Et en plus, on va parler d'un film qui a la particularité d'être une sorte de pionnier ou de base pour des structures narratives qu'on va retrouver dans bon nombre de films indiens. Et pas que ceux de Bollywood. Hein. Vous savez, ces films, en plus on a beaucoup de clichés là-dessus, hein, avec ces danses, ces chansons, un peu comme dans un Disney quelque part, ces triangles amoureux, ou ces quatuors amoureux, ou ces pentagones amoureux. On a deux personnages qui s'aiment, mais en fait l'un ne l'aime pas vraiment, ou alors il peut pas être avec l'autre personne parce qu'il en aime un autre, ou qu'il doit se marier avec un ou une autre. On a aussi les familles qui s'en mêlent parce qu'il y a des histoires de mariage arrangés. Il va être question de caste sociale, et puis aussi ça va être un prétexte pour faire une carte postale de l'Inde, des régions de l'Inde. Des fois même ça va ailleurs, hein, ça va pas qu'en Inde, des fois ça va au Népal, ça va en Chine, ça va au Pakistan. Ça peut même aller jusqu'au Royaume-Uni, ça peut même aller jusqu'en France, et même aux États-Unis. Donc on va avoir de grands voyages qui vont être faits à l'intérieur de l'Inde et hors de l'Inde. Là, le film en question, il se passe en Inde. Donc, soyez les bienvenus sur cet essai sur le cinéma, consacré à un film indien, sorti en 1949 et réalisé par Mehboob Khan, Andaz. Et j'ai découvert ce film en 2017, et il s'agit d'un film en noir et blanc. Et il me semble que la prononciation du réalisateur c'est Khan. Ça c'est un Indien qui m'avait dit ça quand j'avais fait mes études au Japon. Qui m'avait expliqué, je crois qu'on parlait de cinéma indien déjà. Je sais plus pourquoi et pour quelle raison, mais il m'avait expliqué que quand il y a un KH comme ça c'est Khan. Khan. En tout cas prononcé à l'hindi. Donc, c'est un film qui sort en 1949. Et qu'est-ce qui se passe en 1949 Eh ben on est dans une Inde qui est fraîchement indépendante. On est 2 ans après la fin de la domination coloniale britannique. C'est un pays qui vit une période de bouleversements sociaux, aussi politiques et aussi culturels. On a la partition de 1947 qui a évidemment laissé des blessures, et on est dans une société indienne qui va chercher un peu un nouveau souffle identitaire. Et quand bien même il existait déjà des films produits en Inde, hein, depuis au moins 1973, puisqu'on a un film qui s'appelle Raja Harish Chandra, pas sûr de la prononciation, hein, mais en tout cas, il existe au moins ce film indien-là. Et c'est un cinéma qui va devenir, en fait, un prétexte et un espace d'expression majeur pour l'Inde. Un peu un miroir de cette quête de modernité qui va être mêlée aux traditions. On est dans un pays, en plus, où les avatars et les représentations imagées, elles sont très nombreuses. Comme d'autres cultures, hein, bien sûr. Hein, je veux pas nier sur l'existence de cela ailleurs. Hein. Mais en tout cas, l'Inde va utiliser le cinéma pour illustrer sa culture. Alors d'abord localement, aussi régionalement, ou nationalement, voire même ailleurs. C'est un pays avec beaucoup de cultures, beaucoup de régions, et on peut considérer qu'il y a un cinéma qui peut être à peu près localisé par une région, par une langue. Et ici je parle d'un film de Bollywood. C'est un film qui est en langue hindi. C'est, il me semble, la langue la plus parlée en Inde, ou en tout cas l'une des plus parlées. Et c'est l'une des langues qui sont très nombreuses en Inde. Hein. Je crois que c'est l'un des pays qui a le plus de langues parlées ou de dialectes faits ou parlés ou utilisés. Et après, c'est un peu normal, on a 1 milliard d'habitants, plus d'1 milliard d'habitants, dans un pays en plus qui a eu des influences d'ailleurs. Et ce film-là a été tourné dans des studios à Mumbai. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Bollywood, hein, ou Bollywood, je sais pas comment on dit exactement. Bon, c'est quelque chose qui est connu, hein, mais juste pour précision, le B c'est comme Bombay, qui est une autre prononciation de Mumbai, donc on dit Bollywood, Bombay, Bollywood. Et tout comme on a le cinéma de Tollywood, de Kollywood et d'autres régions en Inde. Donc Anda, c'est un film qui est produit par la Mehboob Production. Donc Mehboob comme le prénom du réalisateur, et donc réalisé par Mehboob Khan. Donc c'est un film aussi qui s'inscrit
dans un espèce de contexte de transition. C'est un film qui va aborder des thèmes audacieux pour l'époque. Aujourd'hui, c'est très fréquent, mais à l'époque, c'est audacieux. Déjà, on parle de l'amitié homme-femme, on parle de l'amour partagé et non partagé, on parle des deux, on parle de jalousie, et puis surtout, on parle de la liberté de la femme qui va choisir ses sentiments. Et on a, parmi ces sujets-là, des sujets tabous dans une société qui est encore profondément patriarcale. Alors, on n'a pas beaucoup changé depuis, d'après les dires d'Indiens avec qui je parlais, même si on a fait quand même un peu de progrès, mais bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc aussi, on a une distribution exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on va retrouver, cette espèce de star system des acteurs et des actrices. Et on va avoir 3 acteurs et actrices qui vont être considérés comme des légendes dans leur pays. On a Dilip Kumar, on a Nargis et on a Raj Kapoor. Et le film, pour l'époque, il va bousculer les conventions narratives. Ça va présenter un schéma qui va être le suivant. On a donc un triangle amoureux, tragique, où on a une femme qui est donc jouée par Nargis, qui est centrale autant qu'ambiguë. On a un schéma universel qui va être répété de nombreuses fois à Bollywood, mais c'est un schéma qu'on peut voir en fait dans n'importe quel autre pays. La différence ici, c'est qu'on parle d'un film qui va utiliser des codes culturels indiens. On a aussi la musique, qui va être très importante dans le cinéma indien. Je pense que il suffit de voir le nombre de vues qu'on peut voir sur des parties musicales de films. Elles sont énormément vues, énormément. Et la musique de ce film ne fait pas exception, hein. Il s'agit de la musique de Naushad Ali, qui va être aussi sublimée par les paroles de Majrooh Sultanpuri, qui va contribuer aussi au succès du film. Et on a donc cette utilisation de la musique dans ce type de production qui va donc devenir un vrai argument pour faire du cinéma un art très important pour l'Inde et qui va jouer un peu, je dirais, avec les couleurs aussi du film. Alors, pas pour Andaz, hein. En général, le cinéma indien va beaucoup utiliser les couleurs pour utiliser des symboles, bien que là, on soit dans un film en noir et blanc, donc c'est un peu différent. Et puis, on va aussi avoir, au-delà de la couleur, des symboles visuels, on va avoir des symboles sonores et aussi des symboles culturels. On va avoir aussi des instruments qu'on peut reconnaître dans des films indiens en général. Alors, qui est Mehboob Khan déjà ? Mehboob Khan, il est né en 1907 dans la région du Gujarat. C'est une région très à l'ouest de l'Inde. Et à l'époque, au moment de la sortie du film, Khan, c'est déjà un cinéaste accompli et établi même à la sortie d'Andaz. Je dirais plutôt qu'il serait accompli avec Mother India, mais on peut dire qu'il était déjà établi et installé à Bollywood. Et c'est quelqu'un qui en plus vient des milieux modestes. Il va commencer sa carrière comme figurant, et il va gravir les échelons du studio Sagar Movietone, et il va se faire remarquer dans les années 30 avec des films sociaux, enfin 30-40, il a commencé sa carrière dans les années 30, il y a un film, alors que je n'ai pas vu, que je n'ai pas trouvé, c'est un film Alibaba, je n'ai pas vu ce film, mais il a commencé sa carrière avec au moins ce film, il me semble qu'il en a fait un autre avant. Mais le premier film qui va vraiment se démarquer de sa filmographie, c'est Aurat, qui est sorti en 1940 et qui va un peu poser les bases d'un style qu'on peut considérer comme engagé chez ce réalisateur. C'est un cinéma en fait qui va se caractériser chez lui par une forte sensibilité sociale, un sens du drame et aussi une volonté de faire du cinéma un outil de réforme dès les années 40, c'est quand même fort. Et Andaz, ça va marquer une étape importante dans sa carrière bien sûr, parce qu'il va explorer les émotions modernes dans un cadre urbain et bourgeois et qui va contraster avec ses films précédents qui sont des films plus ruraux. Mehboob Khan, il va aussi devenir mondialement célèbre quelques années plus tard avec Mother India. Je pense que c'est un titre qui vous dit davantage quelque chose. Et Mother India, sachez que c'est un remake de Aurat, alors qui est très différent, mais qui reste en plus aujourd'hui, encore aujourd'hui, Mother India, un monument du cinéma indien. C'est un peu un équivalent d'Autant n'importe que vent pour les États-Unis, ou même des Enfants du Paradis pour la France. Donc, Andaz, c'est plus qu'un drame romantique. Déjà, il faut commencer par là. C'est un espèce de jalon dans le cinéma indie qui est un peu à la croisée entre la tradition indienne et la modernité. Et ça va être le reflet d'une Inde qui est un peu en quête de soi. Alors, l'histoire, je l'ai plus ou moins établie d'abord avec ce triangle amoureux. Bon,
qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Nina, qui est une jeune femme qu'on peut considérer comme moderne et indépendante. Elle a un ami, juste ami, hein, pas petit copain, ami, Dilip, qui va lui par contre tomber amoureux d'elle. Et comme elle ignore les sentiments de Dilip, bah, Nina, elle fait pas attention à lui en tant qu'amoureux, mais elle va épouser un certain Rajan, qui est un homme qu'elle aime, ce qui a la différence de notre cher Dilip. Et quand Rajan va partir en voyage, et bah Dilip, il va essayer de se rapprocher de nouveau de Nina, il va raviver ses chances, sauf que bah, Nina, elle va rester fidèle à son mari, et on peut même dire qu'elle a une bonne attitude. On va y revenir sur l'attitude de Nina, mais elle va avoir une attitude où elle va rien faire de particulier qui va entacher son mariage. En tout cas, de son propre gré, elle ne cherche pas à nuire à son mariage. Et quand Rajan va venir, ben, il va soupçonner une trahison de la part de sa femme, ce qui va mener à une espèce de tragique tragédie, mais malentendue. Si vous voyez, il va y avoir beaucoup de malentendus entre les personnages, et c'est un film qui va explorer les conséquences du désir non partagé, et aussi des tensions dans les relations amicales et conjugales. On va parler des thèmes, mais déjà le titre. Encore une fois, il faut parler du titre, qui est Andaz. Alors, je crois qu'on dit Andaz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'après ce que j'ai trouvé comme information, c'est un titre qui signifie, ou un mot qui signifie la manière, ou le style, ou l'attitude, qui est un terme qui est aussi utilisé en ourdou, autant qu'en hindi. Et donc, dans le contexte du film, eh ben, c'est un mot qui peut suggérer la manière dont les personnages vont exprimer leurs sentiments, particulièrement en ce qui concerne l'amour, l'amitié ou même les malentendus émotionnels. Donc, c'est un film qui va explorer les dynamiques complexes entre les protagonistes, et le titre Andaz va refléter ces différentes façons de comprendre et d'exprimer les émotions. Donc, en résumé, on pourrait dire que Andaz, donc ça signifie la manière ou le style, et quelle est la connotation dans le film? Bah, c'est la manière d'aimer et de vivre ou de percevoir les relations. Donc déjà, c'est un titre qui est assez large et polysémique. Donc le film, il parle de quoi? Il parle de l'amour non réciproque et du triangle amoureux. Andaz, c'est, je dirais, l'un des premiers films indiens qui va explorer le triangle amoureux comme moteur narratif. Hein. C'est vraiment le nœud du film. Donc on a le personnage de Dilip, qui est joué par Dilip Kumar, hein, donc l'acteur a le même prénom que son personnage, hein, c'est pas difficile. Il va tomber amoureux de Nina, qui est donc jouée par Nargis, et il va considérer Nina comme une potentielle future amoureuse, sauf que c'est pas son cas. Nina, elle le considère que comme un ami, donc pour l'instant il est friendzoné, hein, pour reprendre une expression populaire. Et donc on va avoir l'arrivée de Rajan, qui est donc joué par Raj Kapoor, donc Rajan, hein. Vous pouvez pas vous confondre hein, dans les personnages et les acteurs, qui va donc être le fiancé de Nina. Sauf qu'évidemment, bah, pour Dilip, ça va tout changer parce que ça va compliquer la situation et ça va mener plus tard à des malentendus qui vont devenir tragiques. Et c'est un schéma qui va influencer, comme je vous l'ai dit plus tôt, de nombreux films ultérieurs jusqu'à 2025. Hein. Encore dans des films aujourd'hui, vous avez cette influence. Et en plus, il s'agit d'un film de 2h27, et aussi la durée des films indiens va être un vrai argument ou quelque chose qui va s'installer dans ce cinéma-là. Bien que, on pourrait remarquer dans certaines productions ces dernières années ou cette dernière décennie, que pour correspondre davantage à un public occidental, la durée a été un peu réduite. Alors quelque part, je trouve que c'est pas trop mal, parce que des fois je trouve qu'ils en font beaucoup trop, même si ils sont très généreux dans leur réalisation, dans l'utilisation de la mise en scène, des couleurs, des ombres, enfin il y a beaucoup de choses qui sont jouées là-dessus. Pour l'époque, je sais pas si on peut considérer que c'est un film long, mais en tout cas 2h27, ouais, c'est assez costaud quand même. Bon, donc on a cette histoire d'amour qui est non réciproque et qui est représentée à travers le personnage de Dilip. Donc Dilip, il va tomber passionnément amoureux de Nina, qui elle, c'est une femme moderne, mais surtout elle est libre. Et cette dernière, elle est amicale, mais surtout elle est innocente, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sous-entendu de la part de Nina. Nina, elle est juste une pote. En fait, c'est une pote. C'est vraiment pas la fille qui va te faire des sous-entendus en disant « Ouais, mais peut-être on pourrait essayer d'avoir une relation un peu plus poussée. » Non, c'est pas ce que fait Nina. Hein. Nina, elle veut juste un pote, juste s'amuser comme un ami, en fait. C'est juste ça qu'elle cherche. Elle est vraiment innocente. Hein. Et en plus, au début, elle perçoit pas les sentiments de Dilip de la même manière.
Elle va considérer que Dilip c'est juste un ami, donc elle va ignorer les espoirs romantiques que veut Dilip. Donc on va avoir une tension dramatique qui va s'intensifier lorsqu'on va avoir l'arrivée de Rajan qui va se fiancer à Nina, qui à un moment va partir à l'étranger mais il va revenir. La différence que Nina a avec Dilip, avec Rajan, c'est déjà quelqu'un qu'elle aime. En plus, son amour est réciproque, et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. C'est pas quelque chose qu'on va avoir précisément dans ce cas, qui va être similaire plus tard. Ça va être un peu plus confus que là. On a deux personnes qui s'aiment, qui se marient, qui sont ensemble tout bêtement. Sauf que Dilip, il va un peu tout gâcher. On va se le dire. Par contre, il va s'absenter, le Rajan. Donc ça a permis à Dilip de se rapprocher de nouveau de Nina. Et donc Dilip, il va être aveuglé par ses émotions. Et le problème, c'est qu'il va refuser de voir la réalité. Et c'est ça le souci du film, c'est ça le cœur du film. Et le film, il va montrer comment l'amour non partagé peut engendrer de la frustration, de la jalousie et de l'obsession. Parce que même si notre Nina, elle aime que Rajan, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle n'aime que Rajan, sauf que Rajan, il n'aime pas que sa femme soit approchée par Dilip. Donc, c'est aussi un triangle amoureux qui va mettre en lumière des thèmes sociaux. Évidemment, un thème important, c'est la modernité féminine face aux attentes patriarcales. Et oui, déjà, Nina, elle va être jugée aussi. Elle va être jugée pourquoi ? Par sa liberté. Le fait qu'elle ait un ami homme alors qu'elle est fiancée. Et en plus, sa conduite, elle va être considérée comme moralement assez discutable. Alors que, moi je trouve que de mon point de vue, elle a une conduite qui est moralement irréprochable. En fait, elle embête personne. Et le problème, c'est que cet amour non réciproque envers Dilip, ça va devenir un prétexte au drame, ce qui va mener à un dénouement tragique. On peut considérer que cette mésentente, ça va produire donc une tragédie. Alors, je pense que ça peut faire écho à la pensée existentialiste sur la mauvaise foi et sur l'interprétation subjective de l'autre, comme le disait Jean-Paul Sartre dans Huis clos, quand il disait l'enfer, c'est les autres. Donc je pense que dans cette perspective, Dilip, il va projeter sur Nina ses propres désirs, et il va refuser de la voir comme une femme qui a une conscience libre, et qui est dotée de sa propre subjectivité. C'est ça la tragédie du film, c'est que ça peut être lu comme une conséquence de cette projection. Donc c'est un film qui va mettre en lumière la tragédie de l'amour, non réciproque, non seulement pour celui qui aime, mais aussi pour ceux qui sont aimés malgré eux. Et la descente de Dilip vers une fin tragique va souligner les dangers de l'obsession amoureuse et du refus des réalités. Et donc, je vais déjà dire comment ça se passe à la fin, mais il meurt, Dilip. Et sa mort, elle va symboliser l'échec de l'amour unilatéral à trouver sa place dans une société considérée comme rigide. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser au banquet de Platon, qui évoque l'amour comme un désir de complétude et de beauté éternelle, mais c'est un désir qui va devenir dangereux lorsqu'il n'est pas éclairé par la connaissance de soi et de l'autre. Platon, il disait dans le banquet, ce n'est pas au corps que tend l'amour, mais aux âmes. Sauf qu'ici, Dilip, il va confondre son propre désir avec la réalité, ce qui va conduire à la souffrance et même à sa mort. Et c'est cette illusion amoureuse qui va devenir fatale. Donc en somme, Andaz, c'est un film qui critique la possessivité masculine et qui va explorer les conséquences psychologiques d'un amour à sens unique dans une société en mutation. Et ça, c'est lié aussi à la modernité féminine et à ses conséquences. Nina, elle est dépeinte comme une femme qui est indépendante, ce qui était rare dans le cinéma indien de l'époque. Elle va entretenir une amitié avec Dilip, et ce qui va être très mal vu par son entourage. C'est un film en fait qui semble avertir contre les dangers de la modernité féminine, et qui va suggérer que les femmes qui transgressent les normes traditionnelles risquent des conséquences graves. Parce qu'en plus, Nina, elle travaille, elle s'habille à l'occidental, et elle parle librement avec des hommes, et elle va prendre des décisions sans constamment consulter les figures masculines de son entourage. Donc on a cette représentation qui est à la fois audacieuse et aussi ambivalente, parce que d'un côté, on a Nina qui est montrée comme une figure progressiste, ce qui est fort en 1949 en Inde, mais de l'autre, on a cette même modernité qui est implicitement tenue responsable des conflits du récit. Et sa relation amicale avec Dilip, elle est mal interprétée par lui,
ce qui va révéler une société où l'amitié homme-femme reste tabou. Et on a la jalousie avec les malentendus et la tragédie finale qui va sembler découler de cette liberté d'action qui est perçue comme excessive. En fait, le film il envoie un double message. Il met en scène une femme forte et autonome, mais il lui fait aussi porter en partie la responsabilité de la tragédie. Et cela va refléter la tension entre tradition et modernité dans une Inde qui est post-coloniale. Et Andaz, il va critiquer, je dirais, moins la femme moderne que l'incompréhension sociale à son égard. C'est un comportement qui va provoquer l'incompréhension et la colère, en particulier chez son futur mari Rajan, ce qui peut illustrer l'analyse que Simone de Beauvoir fait de la condition féminine dans le XIIe siècle quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient ». La société elle va refuser de voir la femme comme un sujet autonome, préférant l'enfermer dans une essence, je dirais, prédéfinie. Elle va devoir devenir une épouse, puis une mère, ou alors une amante. Et Nina, en cherchant à vivre selon ses propres choix, elle est punie par une société patriarcale qui est représentée par le tribunal, qui va la juger sévèrement à la fin. Oui, parce que Dileep, il meurt comment ? Parce qu'à cause d'un énième malentendu, par un accident, on pourrait dire, enfin un accident, après pas vraiment, Nina elle va se défendre, parce que Dileep il semble violent, et Nina elle va se défendre avec un revolver, et elle va tuer Dileep. Et c'est pas tellement un accident après, parce qu'elle va donner plusieurs coups de feu. Donc bon, l'accident avec plusieurs coups de feu, bien sûr, c'est un peu compliqué. Et le film, tout en semblant cautionner l'ordre traditionnel par la fin tragique, ça va poser une critique implicite. C'est un peu l'incompréhension masculine et sociale de la modernité féminine qui mène à la catastrophe. Et donc, Andaz, ça va soulever la question suivante. Une femme peut-elle être moderne sans être punie dans une société conservatrice ? Alors, non seulement elle est punie à cause de son mode de vie, mais le film va plus loin en la punissant de son crime. Donc, c'est un film qui illustre les risques et les malentendus que la société patriarcale projette sur la femme libre, mais sans offrir une véritable réhabilitation. Parce qu'en plus, c'est un film qui parle de la jalousie et de la méfiance conjugale, parce qu'après le mariage de Nina et Rajan, Rajan, il va devenir de plus en plus jaloux, et même soupçonneux, envers la relation de sa femme avec Dileep. C'est une jalousie qui va mener à une confrontation violente et à des conséquences malheureuses, qui va illustrer comment la méfiance peut détruire des relations. Moi, je trouve que cela illustre l'idée que les passions aveuglent la raison, et c'est une idée centrale chez Blaise Pascal et La Rochefoucauld. Dans ses pensées, Blaise Pascal, il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et dans ses maximes, La Rochefoucauld disait la jalousie est en quelque sorte juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir. Cette jalousie de Rajan, elle est fondée non pas sur des faits, mais plutôt sur des sentiments biaisés par la possession. C'est un amour qui va devenir alors une violence, et c'est ce que le film dénonce implicitement. Et donc Rajan, quand il revient de l'étranger, il va découvrir cette amitié entre sa femme et Dileep. Et donc peu à peu, il va devenir méfiant, et il va être incapable de faire confiance à Nina, malgré son innocence. Il faut rappeler que Nina, elle ne drague pas Dileep, elle fait même pas de sous-entendu. Et Khan, il va utiliser des regards lourds, il va utiliser des silences avec une mise en scène qui va être tendue pour illustrer l'escalade de la suspicion. Et la jalousie de Rajan, elle va devenir destructrice, ce qui va mener à cette tragédie. Nina, c'est une victime d'un système patriarcal qui doute de sa loyauté. Et le film, il dépeint ainsi la jalousie comme une force irrationnelle qui est nourrie par les conventions sociales et par la possessivité masculine. Et donc, à travers ce regard, Andaz, il critique les fondements fragiles de la confiance dans le mariage. Parce que ce film, c'est bien sûr une critique de la société patriarcale. C'est un film qui peut être interprété un peu comme une critique qui va punir les femmes, ou plutôt de cette société patriarcale qui punit les femmes pour leur indépendance et leur liberté. Nina est considérée non pas pour un vrai crime, étonnamment, mais pour avoir défié les attentes sociales en matière de comportement féminin. Elle entretient une amitié sincère avec Dileep, ce qui peut être perçu comme inacceptable dans une société où les relations hommes-femmes sont strictement codifiées. Dileep, c'est un homme possessif et il va interpréter cette amitié comme de l'amour, ce qui va souligner la façon dont les hommes s'arrogent le droit de définir les sentiments des femmes. Et c'est un film qui va critiquer la vision selon laquelle une femme n'a pas le droit de dire non à un homme.
Et après son mariage avec Rajan, la société, elle attend quoi de Nina? Eh ben, elle attend qu'elle se conforme au rôle de l'épouse dévouée, donc elle doit ignorer ses sentiments ou son individualité. Et quand Dilip devient envahissant, la société, étrangement, ou plutôt on sait pourquoi, hein, elle ne blâme pas Dilip, mais elle va remettre en question la moralité de Nina. Et la justice patriarcale va la condamner, en fait, sans véritable preuve à cause de ça. Ça va illustrer quoi, ce film? Ça va illustrer un système biaisé contre les femmes. Et son procès, il va montrer que la parole d'un homme vaut plus que celle d'une femme dans cette société. Nina, elle est obligée de se justifier pour une relation platonique, ce qui souligne l'hypocrisie sociale. C'est un regard masculin qui domine tout, que ce soit Dilip, que ce soit Rajan, ou même le juge. Hein. Les hommes contrôlent le récit de sa vie. Et cette fin tragique de Dilip ne rétablit pas l'équilibre, parce que Nina, elle reste stigmatisée, prouvant que même une femme vertueuse ne peut échapper à la suspicion. Et cela nous ramène à un proverbe perse de Jalal ad-Din Rumi qui disait « La vérité est un grand miroir tombé du ciel qui s'est brisé en 1000 morceaux. Chacun en possède un, mais pense détenir toute la vérité. » Donc on a le juge, Rajan, Dilip et même la société où tous ont une part de vérité. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la totalité des vérités. Et c'est un film qui montre que le jugement moral, il est toujours partiel, qu'il est sujet aux émotions et aux normes culturelles. On a aussi une mise en garde contre les malentendus émotionnels. On a cette relation entre Nina et Dilip qui souligne comment les malentendus peuvent avoir des conséquences désastreuses. Dilip, il interprète l'amitié de Nina comme de l'amour, ce qui mène donc à cette série d'événements. Et l'intrigue, elle repose sur une amitié ambiguë entre eux. Et ce dernier, il interprète à tort ça comme de l'amour. Et c'est un malentendu qui va naître de gestes sincères, mais ambigus en fait, de Nina, parce que même si elle fait pas de sous-entendu, pour Dilip, c'est ambigu. C'est un peu comme si on la voyait offrir son amitié librement, mais sans reconnaître les sentiments naissants de Dilip. Et lorsqu'elle épouse Rajan, Dilip, il est dévasté, parce qu'il croit qu'elle le trahit. Et sa jalousie et ses illusions, ça va le pousser à une tentative d'agression. Et que ça va donner quoi? Ça va aboutir à sa mort. Et le film, il va critiquer cette mauvaise communication. Nina, elle ne comprend pas l'intensité des sentiments de Dilip, tandis que lui, il refuse d'accepter la nature platonique de leur lien. C'est un récit qui va illustrer les dangers de confondre affection et amour, particulièrement dans une société où les codes émotionnels sont mal définis. Et la tragédie finale sert d'avertissement. Et les sentiments, ils sont non partagés, ils ne sont pas clarifiés, ils peuvent mener à la destruction. Et donc Andaz, il plaide pour la clarté émotionnelle dans les relations humaines. Donc on a plusieurs messages dans ce film. On a les dangers de la modernité qui n'est pas encadrée. C'est un film qui va sembler suggérer que l'adoption de la modernité sans considération des normes sociales, elle peut être périlleuse, en particulier pour les femmes. On a aussi la nécessité de la communication claire. On a les tragédies du film qui auraient pu être évitées si les personnages avaient communiqué plus ouvertement et honnêtement. On a aussi une critique de la justice biaisée. On a la condamnation de Nina qui met en lumière les biais du système judiciaire influencés par les perceptions sociales et les préjugés. Et c'est un film qui parle bien sûr de justice et de morale. La fin du film, si vous voulez, soulève des questions sur la perception sociale de l'honneur féminin. Ce qui nous amène à la réalisation du film et aussi comment il est structuré. Bon bah, très simplement, c'est un film qui adopte une structure classique en 3 actes. En 1, on a l'exposition. On va découvrir Nina, qui est donc cette jeune femme moderne avec son amitié un peu ambiguë avec Dilip. En 2, on a le nœud dramatique. On a l'arrivée de Rajan, qui va être le fiancé de Nina, ce qui va provoquer un déséquilibre émotionnel et une jalousie croissante de Dilip. Et puis on a un dénouement tragique. On a cette incompréhension, on a cette possessivité et un malentendu qui mène à une escalade dramatique qui va culminer dans cette fin poignante. Et tout ça est montré avec quel style visuel? Bon bah déjà Cannes, il a potentiellement des influences, évidemment, comme tout réalisateur. Je trouve peut-être qu'on peut y voir une influence de l'expressionnisme allemand, mais je vais y revenir pourquoi. Et très certainement davantage du cinéma hollywoodien, qui va utiliser une esthétique du clair-obscur avec cette mise en scène théâtrale très expressive
et on a une direction artistique assez riche. Et s'il y a bien sûr quelque chose qu'on peut dire sur ce type de production, c'est que le visuel, il est généreux. Déjà, on a des plans rapprochés. Les plans rapprochés, ils sont utilisés pour souligner l'intensité émotionnelle, notamment sur le visage de Dilip lors de ces moments de jalousie silencieuse. Et on a cette utilisation de ce type de plan qui est particulièrement marquante dans les scènes qui impliquent nos 3 personnages, parce que cette utilisation, elle accentue le drame amoureux et les malentendus tragiques. On a l'un des exemples les plus puissants, c'est quand Dilip, il observe silencieusement ses interactions avec Rajan. On a un plan rapproché sur le visage de Dilip qui est souvent éclairé en clair-obscur, ce qui traduit son tourment intérieur et sa jalousie croissante. On voit un regard fixe avec ses sourcils froncés et ses lèvres pincées, autant de détails qui sont amplifiés par la caméra. Et de même, lorsque Nina réalise trop tard la profondeur des sentiments de Dilip, on a un gros plan sur son visage qui révèle sa confusion avec ses yeux embués et sa bouche entrouverte, parce qu'on a aussi ce plan qui donne au spectateur un accès intime à ses émotions contradictoires. Et ça montre de la culpabilité, aussi de la surprise et de la douleur. Et puis on a ce plan rapproché sur le visage de Nina qui est surplombé par les flammes. C'est une image qui juxtapose la beauté et la vulnérabilité d'un personnage féminin qui a une puissance destructrice du feu. On a ce regard intense et cette expression figée qui suggère un moment de crise intérieure ou de révélation. Le feu, il peut symboliser à la fois la passion amoureuse incontrôlée et la menace d'une tragédie imminente. Et c'est un plan qui exprime visuellement les conflits émotionnels et moraux centraux du film, notamment autour de l'amour et de la culpabilité, mais aussi celui du destin. Et puis dans la scène du procès, on a des plans rapprochés sur les visages des personnages qui vont souligner la tension dramatique. On a chacune des réactions avec un clignement d'yeux, une larme ou même un rictus qui va devenir un indice visuel essentiel. En plus de ces plans-là, on a aussi des plans d'ensemble. Ils vont être utilisés pour situer les personnages dans les espaces bourgeois, symbolisant leur statut social. Et par exemple, on a une scène où Dilip aperçoit Nina avec Rajan pour la première fois. Après son retour, on a un plan d'ensemble qui est utilisé pour montrer leur proximité physique, mais aussi pour accentuer l'isolement émotionnel de Dilip. On voit les 3 personnages dans le même cadre, mais dans la composition, ça crée une séparation visuelle qui reflète la rupture entre leurs liens. Et même dans des fêtes organisées dans la maison de Nina, Khan, il va employer des plans d'ensemble pour représenter la richesse et la liberté apparente du monde bourgeois. Cela contraste avec la solitude intérieure croissante de Dilip, qui est souvent reléguée à l'arrière-plan ou sur les marges du cadre. Et de même, dans les scènes en extérieur, notamment dans le jardin de la maison de Nina, avec des plans d'ensemble qui sont utilisés pour établir un cadre romantique au début du film. Alors toutefois, au fur et à mesure que le récit progresse, on a ces mêmes cadres qui deviennent des espaces de confrontation ou de malaise. Et dans cette scène du procès aussi, on a un vaste plan d'ensemble du tribunal qui va souligner la gravité du moment, tout en montrant Nina qui va être isolée dans l'immensité de l'espace juridique face à la société patriarcale. Et donc ce sont des choix qui renforcent l'aspect tragique et critique du film envers les normes sociales de l'époque. Parce que ces plans moyens, ils sont fréquents aussi, parce que oui, il y a aussi ce type de plan-là, donc des plans moyens qui vont être fréquents dans les scènes de dialogue, surtout entre Nina et les 2 hommes, et on a donc ces plans qui permettent de capter les expressions et la gestuelle expressive des acteurs. C'est un plan moyen qui est aussi utilisé pour capturer les échanges entre Nina et Dilip et qui va mettre en valeur un peu la dynamique de leur amitié qui est ambiguë. Aussi durant les conversations dans le salon familial, avec ces plans qui permettent de cadrer les 2 personnages à hauteur de taille, ce qui va souligner leur proximité physique, mais aussi les barrières émotionnelles. On a aussi cette scène où Dilip il tente d'exprimer ses sentiments. En essayant d'exprimer ses sentiments, on voit un plan moyen qui encadre les 2 personnages, mais on voit que la distance elle est subtile entre les 2 et ça va traduire un malaise. On a aussi Mehboob Khan qui va utiliser ses plans moyens pour encadrer les scènes de tension avec Rajan, et notamment lorsqu'il découvre la vérité amicale sur la relation entre Nina et Dilip. Donc on a ce choix de cadrage qui permet de capter à la fois les expressions faciales et le langage corporel qui sont révélateurs des conflits intérieurs.
Et dans cette scène du procès, ses plans moyens, ils multiplient les face-à-face entre Nina et les figures d'autorité, ce qui va accentuer son isolement progressif. Et lors des séquences musicales, et oui, il y en a, déjà là, comme celle où Nina chante avec Dilip, le plan moyen, il va capturer l'intimité sans tomber dans la frontalité d'un gros plan. Et ce cadrage moyen, dans les scènes de dispute entre Nina et Rajan, ça va souligner leur rupture émotionnelle croissante, tout en conservant un cadre réaliste. Donc en fait, Kahn, il utilise ses plans moyens aussi dans des espaces intérieurs, ce qui va traduire l'enfermement symbolique des personnages dans les normes sociales. Et puis il va aussi utiliser, parce que je vous disais que c'était une réalisation généreuse, des travelling latéraux. Alors ils sont pas fréquents, hein, ces travelling-là, mais ils sont utilisés dans certaines scènes de tension, notamment lors des confrontations finales entre Nina et Dilip. Et lors d'une scène où Nina marche dans le jardin avec Dilip, on a un travelling latéral qui accompagne leur déplacement, ce qui va illustrer la fluidité de leur complexité naissante. Et plus tard, dans une séquence où Rajan revient et découvre l'amitié entre Nina et Dilip, on a un travelling latéral qui capte ses regards jaloux, ce qui va traduire visuellement son éloignement progressif du bonheur. Et Kahn, il s'en sert aussi pour suivre Nina à travers les couloirs de la maison familiale, ce qui va symboliser son enfermement progressif dans des conventions sociales. Et dans la scène du tribunal, on a un travelling latéral aussi, qui souligne la solitude de Nina face à l'institution patriarcale. Et ce sont des mouvements de caméra qui vont traduire autant les changements d'espace que les bouleversements intérieurs des protagonistes. Et puis, l'éclairage dans le film est important, c'est même central à la dramaturgie du film. On a donc l'utilisation du clair-obscur, hein, avec cette lumière dure et avec des contrastes marqués, surtout dans les scènes où Dilip sombre dans la jalousie ou la détresse mentale. On a ce jeu d'ombre sur les murs aussi. C'est une technique qui est utilisée pour refléter les conflits intérieurs des personnages. On a un exemple, par exemple, c'est lors de la scène où Dilip confesse ses sentiments à Nina, avec son visage qui est à moitié plongé dans l'ombre, ce qui accentue le trouble moral du personnage. On a la lumière qui projette son ombre déformée sur le mur, ce qui va traduire son obsession. Et puis on a les murs qui deviennent alors des surfaces expressives, ce qui va révéler plus que les dialogues. Et on a aussi ces scènes de confrontation, comme ça évidemment du procès, avec les visages qui sont divisés entre la lumière et l'ombre, ce qui va souligner la dualité morale. Et la lumière, elle tombe souvent en faisceaux diagonaux, ce qui va évoquer la claustrophobie et la fatalité. Donc Kahn, il utilise aussi des contre-jours pour isoler Nina, ce qui va suggérer sa vulnérabilité dans un monde patriarcal, et même la photographie, qui va créer une ambiance presque expressionniste, hein, rappelant un peu le cinéma noir aussi. Et chaque ombre va devenir un commentaire un peu silencieux sur les personnages. Ce jeu visuel, il va donc amplifier les conflits internes et sociaux du récit. Donc tout cela nous amène aussi au symbolisme lumineux. On a aussi des éclairages doux sur Nargis dans ces moments de vulnérabilité qui vont... ces éclairages vont présenter Nina presque comme une icône, un peu une figure de pureté, ce qu'elle est un petit peu, faut pas se cacher. Et on a aussi des zones d'obscurité grandissantes au fil du film, parce que ces zones d'obscurité, elles vont traduire la chute psychologique de Dilip et l'échec de la communication entre les personnages. On a des exemples concrets de ces usages visuels aussi. On a la scène de l'aveu de Dilip, hein, avec une projection de son ombre gigantesque sur le mur, qui va révéler son aveu. Et on a aussi ceci qui est illustré par son désir et sa culpabilité qui en deviennent écrasants. Et puis bien sûr la scène finale du tribunal avec ses plans serrés sur les visages, avec la lumière blanche assez crue sur Nina, un peu comme si elle était jugée par la lumière divine ou une divinité même, qui va symboliser la mise à nu morale et judiciaire de son personnage. Alors si je devais parler du montage, bon, il est beaucoup plus simple de parler du montage dans ce film que dans les films précédents, parce qu'en fait on a un montage linéaire et qui est même fluide. En fait, tout bêtement, le film suit une chronologie claire. C'est un montage qui est presque invisible, qui va favoriser la continuité temporelle et narrative. Cela va donc refléter la volonté de Kahn de s'adresser à un large public, tout en restant cinématographiquement rigoureux. Parce que même si la réalisation est très bonne, on a quand même un montage qui est simple. Le but, c'est que les gens ne soient pas perdus quand ils regardent l'histoire. C'est un film qui se suit très facilement, même pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce cinéma-là. Et puis, on a des fois
des scènes de tension où il y a un montage rythmique, notamment la scène du climax, avec le rythme du montage qui s'accélère légèrement, ce qui va contribuer à une montée dramatique sans tomber dans l'excès pour autant. Et donc, où se passe ce film? Quels sont les décors et quels sont les objets? Déjà, on a la maison de Nina. Elle est spacieuse, elle est élégante, elle est décorée avec goût, je trouve. C'est une maison qui représente un environnement bourgeois urbain. Elle symbolise quelque chose. Déjà, elle incarne la modernité et l'émancipation féminine. Nina, elle y vit sans supervision parentale directe, ce qui était pas fréquent dans le cinéma indien de l'époque. On a aussi un espace ouvert qui symbolise la liberté émotionnelle, mais c'est une liberté qui est ambiguë parce qu'elle va mener à des malentendus et à la transgression des normes sociales traditionnelles. Alors on a évidemment un objet important que vous voyez sur la miniature, le piano, qui est présent dans la maison de Nina et qui est utilisé dans des scènes intimes entre Nina et Dilip. Quand je dis intime, évidemment, intimement amical. Ça symbolise quoi? Déjà, le piano, c'est l'instrument de la romance non dite. C'est un piano qui permet au personnage d'exprimer des émotions indirectes ou interdites, surtout, ou ambiguës, mais donc sans avoir un dialogue direct. Et le piano, il représente quoi? La culture occidentale, tout bêtement. Ça va suggérer la tension entre les valeurs traditionnelles indiennes et les influences modernes ou libérales. Et donc c'est un objet qui sert d'objet de médiation entre les personnages, en particulier dans les relations triangulaires. Le piano, il va donc devenir le témoin silencieux des sentiments inavoués. Et lors des scènes où Dilip joue, c'est un instrument qui exprime un amour contenu, qui va traduire plus qu'il ne dit. On a l'utilisation du piano qui permet également de souligner les contrastes entre la modernité et la tradition, entre l'amour romantique et l'amitié. Et Kahn, il l'emploie pour intensifier les drames sans recours excessif au dialogue. Sa sonorité elle est mélancolique, elle renforce la solitude des personnages, notamment dans les moments de non-réciprocité amoureuse. Et le piano est donc une métaphore, bien sûr. En fait, chaque touche jouée va évoquer une émotion réprimée. Et donc, c'est un prolongement des chœurs silencieux, et c'est un peu une voix pour eux, une indicible. Et que dire des vêtements occidentaux de Nina? Elle porte souvent des tenues de style occidental, comme des robes ou des jupes, même des pantalons, surtout quand elle est chez elle. Qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne son statut de femme éduquée, de femme moderne, mais ça va montrer aussi son isolement, parce que comme elle est habillée comme ça, elle est mal comprise, en particulier par Dilip, qui interprète mal son amitié comme de l'amour. Et donc ce sont des vêtements qui deviennent un emblème du malentendu et du désalignement culturel. On peut remarquer que la garde-robe de Nina, elle reflète son statut émancipé. Donc elle a des pantalons, je vous l'ai dit, elle a aussi des chemises, elle a même des coiffures occidentalisées qui marquent une rupture avec l'idéal féminin traditionnel. C'est une modernité vestimentaire qui va souligner son indépendance, mais qui va aussi créer un malentendu avec Dilip, qui lui est enraciné dans une vision plutôt conservatrice de la femme. Et Raj, qui lui est plus occidental, lui, il a des points communs avec Nina, puisqu'il partage une esthétique vestimentaire qui est semblable à celle de sa femme, ce qui va accentuer leur compatibilité apparente. Je dis bien apparente. Et donc on a des contrastes vestimentaires entre les personnages qui incarnent des tensions culturelles post-indépendance, et c'est un costume qui va devenir un langage silencieux et qui va révéler des attentes et des désirs. En fait, les vêtements, ils contribuent à la construction d'un triangle amoureux où chaque style visuel va exprimer une vision du genre et de l'amour. Kahn, il se sert donc des costumes non seulement pour situer l'époque, me semble que le film est contemporain de sa sortie, il me semble, mais aussi ça sert à approfondir les psychologies des personnages. C'est donc une utilisation subtile mais qui est expressive de la part de ces vêtements et qui enrichit le drame et qui accentue le tragique malentendu au cœur du récit. Et puis on a le téléphone. Alors ça, j'y vais brièvement, mais c'est un objet central dans une scène dramatique par exemple où on a les émotions qui sont transmises mais sans contact visuel. Le téléphone, il symbolise la distance émotionnelle et le malentendu, mais aussi la modernité technologique. Et dans les moments de tension, le téléphone, il devient un médium de rupture et de confession. Et puis on a évidemment le décor final avec le tribunal. C'est un espace froid, impersonnel, et qui est dominé par la figure du juge et de la loi patriarcale. Ça représente
le jugement moral de la société, mais aussi le sort réservé à une femme qui transgresse les normes, même involontairement. Elle provoque pas, si vous voulez. Nina, elle ne provoque pas les hommes. Et même si elle provoquait, c'est pas pour autant qu'il faut la juger. Je préfère le préciser, parce qu'il y a des hommes qui ont du mal à comprendre en 2025. On a aussi cette opposition entre la maison chaleureuse de Nina et la salle du tribunal qui marque le passage de l'intime au public et de la liberté personnelle à la condamnation sociale. Et puis bien sûr, alors ça c'est quelque chose qui va être répété dans les films de Bollywood, c'est l'utilisation des escaliers et des balcons. Les escaliers et les balcons, on va les voir montrés dans la mise en scène plusieurs fois, et ils sont souvent utilisés dans les scènes de confrontation et d'émotions fortes. Et ces escaliers et ces balcons, c'est des endroits qui vont être filmés de nombreuses fois dans le cinéma de Bollywood, et pas que le cinéma de Bollywood, on peut regarder aussi des similarités dans le cinéma américain de cette époque. Donc ça symbolise quoi? Ça marque la hiérarchie émotionnelle et sociale, parce qu'on a une espèce vous voyez, de choses où on a une domination avec l'utilisation de la hauteur au sens moral et au sens dramatique. Le fait qu'on ait un regard vers le haut ou vers le bas, il y a un jeu là-dessus. Et puis les escaliers et les balcons, ils servent à fragmenter l'espace entre les personnages, ce qui va représenter leur éloignement progressif ou les barrières psychologiques. Et puis bien sûr, on a le revolver. Eh ben oui, parce que c'est l'arme utilisée dans le climax du film. Le revolver, il représente le pouvoir masculin et la violence latente dans une société patriarcale. Et quand il est utilisé par Nina, ça va devenir un instrument tragique de défense, ce qui symbolise la crise ultime du malentendu entre les sexes. Et tout ça est lié à quoi? Tout ça est lié à la musique. Alors là, autant la musique, il y avait peut-être moins de choses à dire avant dans les films précédents, mais là, la musique, il faut en parler. La musique de Naushad Ali, c'est un pilier du film, et ça va jouer un rôle narratif et émotionnel crucial. Alors, d'après mes recherches, bon, c'est pour ça que je vais être mesuré quand je vais dire tout ça, mais il s'agirait d'une musique qui fait partie... déjà, c'est une musique qui utilise des mélodies populaires, mais il s'agirait d'un classique hindoustani. En fait, Naushad Ali va intégrer des ragas classiques dans une espèce de forme accessible, ce qui va créer une fusion émotive et raffinée. Donc, pour préciser ce qu'est une musique hindustani, ou hindoustani en fonction des écrits que j'ai pu voir, c'est un style de musique traditionnelle de l'Inde du Nord qui aurait évolué au fil des siècles, et c'est une musique qui est très riche en sons, riche en mélodies et riche en rythme. Et donc les musiciens qui utilisent des instruments tels que le sitar ou la sarod ou même le santor, alors il y en a d'autres, mais il y a aussi la flûte bansuri ou le tabla, et on utilise aussi des voix, donc c'est un peu comme ça qu'on peut caractériser cette musique. Et puis il y a l'utilisation du raga classique en Inde qui est un peu, si vous voulez, une structure mélodique qui est utilisée dans la musique indienne, ce qui sert un peu de base à l'improvisation et à la composition. En gros, chaque raga évoque une émotion particulière et est associé à un moment de la journée ou d'une saison. Et ça suit des règles précises de notes ascendantes et descendantes. Donc, on a cette utilisation dramatique des chansons dans le film qui permettent de refléter l'état psychologique des personnages de par les ragas. Et donc on a des exemples, par exemple, donc je vais vous dire le nom des musiques qu'on peut trouver sur YouTube. Donc on a une musique qui est chantée par Lata Mangeshkar. Alors Lata Mangeshkar, oula, grande chanteuse, immense chanteuse. J'ai même, elle est même sur mon Spotify. J'ai des trucs comme ça sur Spotify avec des playlists. Et Mangeshkar, elle en fait partie. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'écouter Mangeshkar. Je vous conseille d'écouter ça. On a une musique qui s'appelle Utaye Ja Unke Sitam, qui est chantée, alors évidemment dans le film on peut considérer que c'est chanté par Nina, et c'est une chanson qui exprime l'amour d'un amour non partagé. Alors je précise, ça vous allez voir ça je pense dans de très 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 nombreux films indiens. Vous voyez l'acteur qui chante, c'est pas l'acteur qui chante, alors à part si l'acteur est réellement un chanteur de base, mais c'est toujours un chanteur extérieur ou une chanteuse extérieure. Vous avez des fois quand vous entendez les voix, quand ce sont des chanteurs ou des chanteuses, c'est à peu près les mêmes voix qui sont des fois attribuées à certains acteurs. Donc sachez que c'est normal. Et moi je trouve ça magnifique parce qu'ils ont des chanteurs là-bas, c'est incroyable pour les oreilles. Utaye Jaum Kesitam, c'est aussi un raga qui est considéré comme un raga Bhairavi,
qui est utilisé ici pour évoquer la tristesse et la mélancolie. Et on a aussi un espèce de tempo lent avec des variations mélodiques qui renforcent le conflit émotionnel du personnage. On a une autre musique, c'est Jum Jum Kenachoraj. C'est une chanson qui est plutôt joyeuse et qui va contraster avec la tension dramatique du film, et elle va illustrer cette dualité émotionnelle avec l'extérieur festif et l'intérieur un peu tourmenté. Et bien sûr, Mehboob Khan, il va utiliser des sons assez subtilement, parce qu'en fait il va utiliser ces sons au Khan pour souligner des conflits intérieurs. Et en plus Khan, il a cette particularité d'être un des pionniers du cinéma sonore. Alors, même si on faisait déjà des films sonores en Inde avant, bah celui-là, il se démarque pour ça. Déjà, alors en plus du son, hein, il va utiliser les silences, il va avoir même une utilisation efficace du silence. Les silences, ils vont montrer des moments donc, sans dialogue, où on a des expressions faciales, avec un bruit ambiant qui va prendre le relais, et donc on a cette musique de son qui est discrète, mais qui est très expressive. Par exemple, on a une scène de confrontation entre Dilip et Nina, on a donc du silence entre les dialogues, qui va être ponctué par une musique de fond mineur, qui va créer une tension palpable. Et on a même des sons diégétiques comme une porte qui claque ou un verre brisé qui vont amplifier le conflit dramatique. Et puis même on a cette séquence finale du procès où on a le discours dramatique de Nina qui va être entrecoupé de silence et soutenu par un crescendo musical qui va accentuer la gravité du moment. Et donc, impossible de ne pas parler du jeu d'acteur, parce que ça c'est quelque chose que vous allez voir répété dans de nombreux films indiens. On a donc la performance des acteurs qui est une force majeure du film. Alors déjà, on a la performance de Dilip Kumar qui joue Dilip, qui a une maîtrise du jeu intérieur où il va utiliser les silences, on va avoir un jeu sur ses regards, et avec des gestes fins. Et dans la scène où il avoue son amour à Nina, on va avoir son langage corporel qui va trahir la douleur et l'espoir, mais sans avoir de dialogue direct. On a aussi Nina, jouée par Nargis, avec une interprétation complexe d'une femme moderne qui est prise entre l'amitié et l'amour. Elle va alterner entre force et vulnérabilité, surtout dans une scène du procès où elle pleure avec dignité, ce qui va montrer un petit peu qu'elle défend son honneur. Et puis on a Raj Kapoor qui joue Rajan, avec un rôle plutôt secondaire pour le coup, mais qui est symbolique. Parce que même si je parle de 3 personnages, bah celui-là, c'est pas un rôle principal, c'est plutôt un rôle secondaire. En fait, Raj, ou Rajan plutôt, il représente la morale patriarcale et la suspicion conjugale. Et on a un changement d'attitude envers Nina qui est joué avec une espèce de froideur calculée et qui va souligner le drame social du film. Alors, je vous ai parlé de références avant. Bon, bah là, impossible de passer à côté de ces références potentielles au Hollywood classique pour son inspiration narrative et esthétique. On pourrait penser par exemple à des films de George Cukor ou de Frank Capra. Pourquoi est-ce que je parle de Cukor et de Capra ? Ils peuvent servir de référence parce que ce sont des réalisateurs américains qui sont connus pour leurs comédies romantiques et leurs drames psychologiques qui mettent en scène des femmes fortes, indépendantes et souvent confrontées à des dilemmes sentimentaux. Le lien qu'on peut faire avec Handaz, c'est que le personnage de Nina, c'est une femme éduquée, elle est même perçue comme occidentalisée, ce qui peut faire écho aux héroïnes de Cukor ou de Capra. Donc Khan, tout en critiquant cette modernité féminine perçue comme menaçante dans le contexte indien, ça semble s'en inspirer pour complexifier son personnage féminin. Alors impossible je pense de passer à côté, c'est même ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le film Andaz, c'est la référence à On tourne n'importe que vent de Victor Fleming. Et évidemment, le triangle amoureux et la dynamique entre les personnages qui rappellent des éléments du film de Fleming. Et comme Scarlett O'Hara, Nina, c'est une femme complexe qui est aimée passionnément par plusieurs hommes. Et on a sa liberté émotionnelle et son ambivalence qui sont vues comme troublantes pour les normes sociales, ce qui conduit à des malentendus et à une tragédie. Et puis, potentiellement, qu'on peut penser à l'expressionnisme allemand. Et surtout au film noir. On a cette utilisation du cœur obscur avec les jeux d'ombre et les compositions visuelles du film qui peuvent évoquer des codes visuels utilisés par Murnau ou Fritz Lang. Et aussi au film noir hollywoodien,
Le lien que je peux faire avec le film, c'est qu'on a cette descente psychologique de Dilip, avec sa jalousie et ses hallucinations presque paranoïaques vers la fin, et cette tension dramatique croissante qui sont mis en scène avec des éclairages sombres et un cadrage psychologique et typique du film noir. Cela souligne aussi le déséquilibre émotionnel et le drame intérieur du personnage. Et autre référence, alors là il faut vraiment pousser loin je pense, mais pourquoi pas, c'est des références au mélodrame social soviétique et au néo-réalisme italien. Parce que là, en fait, pourquoi est-ce que je pense à ça Cannes, il est dans une idée d'un cinéma engagé, où on a le destin individuel qui se heurte aux structures sociales. Donc Cannes, qui est très influencé, je pense, par les idéaux sociaux, on le verra surtout avec Mother India en 57, il insère dans Andaz une critique sous-jacente des valeurs bourgeoises, du patriarcat et même du malentendu culturel entre tradition et modernité. Après avoir dit tout ça, il est possible que des gens n'aiment pas le film. Évidemment. Donc, déjà, on pourra avoir comme critique que le film, c'est un film qui véhicule un message rétrograde sur les relations hommes-femmes. Par exemple, on pourrait considérer qu'une personne présente une vision patriarcale de l'homme, ou plutôt une vision patriarcale où l'homme est victime de la femme, et qui est montrée comme insouciante et qui est même manipulatrice. Il y a des gens qui pourraient penser ça. Je l'ai lu, c'est pour ça que je le dis. C'est un film qui cautionne la jalousie masculine selon eux et qui pourrait punir symboliquement la femme pour sa liberté. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, je pense, puisque c'est un film déjà qui date de 1949, donc on est 2 ans après l'indépendance de l'Inde, et donc à cette époque, on a la représentation d'une femme indépendante, amicale, avec un homme sans intention romantique, et c'était déjà avant-gardiste. Nargis, elle incarne une femme moderne qui a le droit d'avoir des amitiés masculines sans implication sentimentale. Mais sachez qu'on est en 2025 et en France, il y a des gens encore qui ont du mal avec ceci. On a aussi une critique sociale de ça, parce que c'est un film qui ne cautionne pas la jalousie masculine, mais qui la dénonce subtilement. Et le personnage de Dilip Kumar, il est tragique précisément parce qu'il ne comprend pas les limites de cette amitié. Et en plus, la narration, elle est complexe. C'est pas un film qui donne de leçons claires, mais c'est plutôt un film qui invite à réfléchir sur les malentendus hommes-femmes. Et c'est une œuvre qui est même nuancée et qui n'est pas dogmatique. Alors on a autre chose, parce que même si je vous ai dit que le film était bien structuré, c'est un film qui peut être considéré comme lent et qui a une histoire qui manque d'originalité. Parce qu'on a une histoire d'un triangle amoureux qui est banal et prévisible. Alors forcément, si on est en 2025 et qu'on a déjà vu plein de fois ce schéma, bah forcément tu vois ce film après, tu te dis « Oh bah non, mais c'est encore une fois ça ». Oui, bah, déjà, le film il date de 49, donc c'était avant. Et puis on a surtout une structure qui est maîtrisée. C'est un rythme qui est réfléchi et qui permet une construction psychologique des personnages. Et il ne s'agit pas de mélodrame instantané, mais c'est plutôt un crescendo émotionnel, où on a des tensions qui montent lentement. Alors, concernant l'originalité qui peut être tout à fait relative, avec ce triangle amoureux, bah, c'est un archétype, mais surtout, Cannes, il apporte une complexité qui n'est pas banale pour l'époque, surtout avec l'ambiguïté morale des personnages. En plus, Anda, c'est un film pionnier, c'est un des premiers à traiter ce type de relation avec autant de réalisme émotionnel et de subtilité narrative dans le cinéma indie. On a aussi cette critique qui peut être faite sur le personnage de Dilip qui est antipathique et possessif parce que c'est un personnage qui est considéré comme égoïste, comme jaloux et comme obsessionnel. Et pourtant, le film semble le présenter comme une figure de victime romantique. Alors, déjà, le film, comprenez bien ça, c'est un film qui ne demande pas d'aimer Dilip. Le film, il va le montrer un peu vulnérable, assez imparfait, ce qui en fait une force dramatique. Et le spectateur, il n'est pas forcé de le soutenir. Et mais non. Et en plus, c'est un film qui montre une complexité dans son personnage. On a cette ambiguïté morale qui n'est pas fréquente dans les films de cette époque, et cela le rend un peu plus réaliste, davantage qu'un héros idéalisé. C'est même un miroir de la société, parce qu'il incarne les attentes genrées de l'homme moyen, et c'est un film qui les déconstruit indirectement en montrant leur échec. C'est aussi un film qui est trop dramatique potentiellement pour certaines personnes et qui serait injuste envers la femme, parce que déjà on a la mort de Dilip et on a cette arrestation de Nina qui donne l'impression que la femme est punie pour avoir été trop libre. En fait, le film, déjà c'est une tragédie, c'est pas une leçon de morale. En fait, chacun paye le prix de ses erreurs et de ses aveuglements, et pas juste Nina.
on a une responsabilité qui pourrait être considérée comme partagée. Déjà, c'est un film qui montre que les drames humains viennent de malentendus, et c'est d'un manque de communication que tout cela découle. Et c'est pas la faute unilatérale de la femme. Et en plus, c'est un film qui fait réfléchir, parce que plutôt que de juger, je dirais que le film, il invite à l'empathie. Je parle bien de la bonne empathie. Il va poser la question suivante, ou les questions suivantes. Et si on s'écoutait mieux? Et si on comprenait l'autre différemment? En fait, si on cherchait à connaître l'autre, tout bêtement. Et c'est un film qui pourrait être considéré comme bien d'autres, trop théâtral et trop mélodramatique, avec ces dialogues qui sont exagérés, avec ce surjeu, et puis on est dans un espèce de mélo pur. Déjà, c'est un style mélodramatique qui était un choix esthétique courant déjà dans les années 1940 et 1950 en Inde. C'est un langage émotionnel du public qui n'est pas un défaut, je trouve. Et puis on a cette performance des acteurs avec ces interprétations qui sont assez sincères et intenses et qui font partie de ce qui a marqué le public de l'époque. C'est pas de l'exagération gratuite, mais je dirais plutôt que c'est une expression de la profondeur intérieure des personnages. Et puis en plus on a l'utilisation de musique et de dialogue qui sont assez puissants. C'est un film qui repose aussi sur sa bande sonore qui est assez remarquable et avec des dialogues qui percutent. C'est un style qui est accentué par cette force narrative qui n'est pas une faiblesse. Alors comment conclure sur ce film? Andaz de Mehboob Khan, c'est bien plus qu'un simple triangle amoureux. C'est un drame élégant, je trouve, qui explore avec finesse les incompréhensions, les normes sociales et les limites de l'amour. Donc esthétiquement, c'est un film qui brille par sa mise en scène sobre, mais qui est expressive, avec des jeux d'ombre et des lumières qui évoquent un classicisme inspiré du cinéma noir. On a cette réalisation qui est audacieuse pour l'époque, qui met en valeur la modernité des personnages féminins, tout en confrontant les tensions morales d'une société patriarcale. On a la musique de Naushad Ali et l'interprétation de ces trois acteurs qui donnent cette intensité à ce récit tragique. Andaz, ça reste un jalon du cinéma indie classique qui est ancré dans son époque. Je pense que c'est un film qui mérite d'être découvert ou d'être découvert, notamment pour comprendre l'évolution des représentations sociales dans le cinéma indien. Et par exemple, on peut penser à d'autres films. Si vous avez aimé Andaz, vous pouvez regarder des films comme Awara de 1951 ou Pia Asa de 1957 qui offrent un mélange similaire de profondeur émotionnelle et d'esthétique soignée. Donc, vous pouvez redécouvrir ou découvrir ces classiques. Je trouve que c'est bien pour comprendre les fondations de Bollywood avec sa richesse de son patrimoine cinématographique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ouvert à la discussion à propos du film à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette œuvre. Toutes les sources qui ont servi à la construction de ce podcast sont actuellement citées dans cette fin de vidéo et en description. Et je vous propose aussi d'autres films qui peuvent avoir un lien avec Andaz. Firmelenge.